Heidegger, le principe de raison. Le cours. Chapitre 1. Première curiosité. Le principe de raison s'énonce nihil est sine ratione. On traduit par rien n'est sans raison. Ce que dit le principe est clair. Ce qui est clair se comprend sans autres explications. Comprendre le principe de raison n'impose aucun effort spécial à notre entendement. D'où vient cette facilité? De ce que toujours et partout, en quelque temps ou lieu qu'il s'exerce, l'entendement humain cherche aussitôt, lui-même de tous côtés, la raison pour laquelle ce qu'il rencontre est tel qu'il est. L'entendement cherche de tous côtés la raison, pour autant que lui-même, l'entendement, veut que raison soit fournie. Il exige que ses propres assertions et affirmations soient fondées. Seules les assertions fondées sont intelligibles et conformes à la raison. Pourtant, si l'entendement réclame des raisons, ce n'est pas seulement pour ses assertions. La pensée représentative de l'homme est déjà en quête de raison quand elle est aux prises avec ce sur quoi elle voudrait se prononcer. Cette pensée recherche des raisons dans tout ce qui l'entoure et intéresse souvent. Il ne s'agit que des raisons les plus immédiates, mais parfois aussi des raisons plus éloignées, et finalement des raisons dernières, qui sont aussi les raisons premières. Cette recherche des raisons a lieu dans toute la pensée représentative humaine, avant même qu'elle en arrive au stade où elle n'a plus que des assertions à fonder. Ces efforts vers les raisons, qui est partout sensible, exigent qu'on approfondisse ce qu'on rencontre. Toutes les fois que nous approfondissons et que nous fondons sur raison, nous nous trouvons sur un chemin conduisant vers le fond. Sans le savoir au juste, nous sommes constamment interpellés et de quelque manière invités à être attentifs aux raisons et au fond. Dans notre comportement et dans nos actes de représentation, comme si la chose allait de soi, nous sommes en route vers le fond. Nous avons, pour ainsi dire, sans cesse dans les oreilles le principe de raison. Nihil est sine ratione. Rien n'est sans raison. En toute occasion, notre comportement tient compte de ce que dit le principe de raison. L'observation suivante ne nous surprendra donc pas. Partout où l'homme exerce sa pensée représentative, je ne dis pas simplement d'une façon raisonnable, mais au niveau de la méditation, il finit aussi par s'apercevoir qu'il se conforme à ce que seulement plus tard le principe de raison dira expressément. Que l'homme se tient et se meuve en conformité du principe de raison. Voilà qu'il entre lentement dans son esprit. Pour autant que la pensée représentative s'avise de ceci, que partout de quelque manière elle sonde et fonde toute chose, le principe de raison commence à se faire entendre en elle comme la raison déterminante de son comportement. Nous disons purement commence à se faire entendre. Formuler le principe de raison n'est pas du tout aussi facile, ni aussi naturel que son contenu le laisserait supposer. Là même où la pensée représentative humaine en vient à méditer sur sa propre activité, où elle cultive cette méditation, là même où celle-ci s'élève au rang de ce qu'on désigne depuis longtemps sous le nom grec de philosophia. Même en philosophie, le principe de raison se borne pendant longtemps à de premières résonances. Il faut des siècles pour qu'il soit énoncé comme principe sous la forme brève que nous avons d'abord reproduite. Cette forme parle en latin. Le principe de raison, pour la première fois, a été atteint sous cette forme et spécialement examiné dans l'horizon des méditations de Leibniz au XVIIe siècle. A pu mener à bonne fin C.F. Couturat, Opuscule et fragments inédits de Leibniz, Paris, 1903, page 515. La philosophie, cependant, s'affirme et se transforme en Occident depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ.
Ainsi, 2300 ans se sont écoulés avant que la pensée européenne occidentale réussisse à découvrir et à poser le principe qu'est le principe de raison. Un principe qui semble à portée de main et qui, sans avoir besoin d'être formulé, régit en toutes circonstances les représentations et le comportement de l'homme, a donc attendu tant de siècles pour être expressément énoncé comme principe sous la forme indiquée. Voilà certes qui est étrange, mais plus étrange encore est le fait que jamais nous ne nous soyons étonnés de la lenteur avec laquelle le principe de raison a fait son apparition. Cette longue suite de siècles qu'il lui a fallu pour venir au jour pourrait être appelée son temps d'incubation. 2300 ans pour l'établissement de ce principe. Où le principe de raison a-t-il dormi si longtemps? Comment a-t-il rêvé d'avance à ce qui lui était encore impensé? Le moment n'est pas encore venu d'y réfléchir. Même à cette heure, semble-t-il, nous ne sommes pas encore suffisamment éveillés à la chose étrange qui s'annonce lorsque nous décidons à considérer sérieusement ce temps extraordinairement long, la durée d'incubation du principe de raison. Tout d'abord, nous n'y trouvons rien que du naturel. La formulation du principe de raison s'est fait attendre longtemps et voilà tout. Et lorsqu'il fut énoncé, rien d'essentiel, apparemment, ne se trouvera modifié aux démarches de la pensée. Pourquoi donc s'étonner de l'étrange histoire du principe de raison? N'allons-nous pas nous monter à la tête? Le principe de raison et son histoire ne nous incitent aucunement à nous arrêter davantage sur eux. Nous avons à leur place assez d'autres choses pour exciter notre curiosité. Par exemple, la découverte de nouveaux éléments par la science de la nature. Par exemple, l'invention d'horloges d'un nouveau genre, qui permettent de calculer l'âge de la Terre. Ou encore un livre sur les dieux, les tombeaux et les savants. Ou un rapport sur la construction d'une fusée interplanétaire. Mais le principe de raison, cette assertion qui semble à la portée de la main, le fait que sa forme brève, non moins à notre portée, n'a pu être découverte qu'au cours d'un si long espace de temps. Pourquoi de telles choses ne nous touchent-elles pas? Pourquoi même ne nous bouleversent-elles pas? Pourquoi? Parce que notre relation avec ce qui nous est proche est depuis toujours émoussée et sans vigueur. Car le chemin des choses proches, pour nous autres hommes, est depuis tout temps le plus long. Et pour cette raison, le plus difficile. Aussi est-ce à peine si nous pressentons encore combien est proche ce que dit le principe de raison. Quoi d'étonnant si nous ne sommes pas touchés le moins du monde par ce qu'on pourrait appeler l'étrange histoire de ce principe. D'ailleurs, pourquoi nous tourmenter au sujet d'assertions aussi vides que le principe de raison? Il est bien vide, puisqu'il n'a rien en lui qu'une intuition puisse saisir ou dont la main puisse s'emparer, rien même que l'entendement puisse comprendre au-delà de sa formule. À peine avons-nous entendu énoncer le principe de raison que nous en avons fini avec lui. Et pourtant, le principe de raison est peut-être la plus énigmatique de toutes les assertions possibles. S'il en était ainsi, nous ferions bien, pour commencer, d'écouter attentivement ce qui est dit et comment il le dit. Nihil est sine ratione. Rien n'est sans raison. Rien, c'est-à-dire ici, rien de tout ce qui est, de quelque manière, n'est sans raison. Ce qui frappe aussitôt dans cette formulation, c'est qu'elle contient deux négations, nihil et sine, rien et ne, et sans. Deux négations valent une affirmation. Rien de ce qui est, de quelque manière, n'est sans raison. Ce qui veut dire tout ce qui est, tout ce qui, de quelque manière, mérite le nom d'étant, a une raison. En latin, omne ens habet rationem. Qu'il s'agisse de la chose dite ou de la façon de la dire, nous donnons habituellement la préférence à la forme affirmative d'une proposition sur la forme négative. Il va différemment pour l'énoncé ci-dessous du principe de raison. Pourquoi cela? La proposition affirmative
tout étant a une raison, a l'air d'une constatation. Elle note que tout étant est pourvu d'une raison. On peut examiner une constatation pour voir si et dans quelle mesure elle est exacte. Pouvons-nous maintenant vérifier si tout étant a une raison? Pour mener à bien une telle vérification, il nous faudrait reproduire devant nous tous les étangs qui, en quelque temps au lieu que ce soit, est, était ou sera, afin d'examiner dans quelle mesure il détient sa propre raison. Un tel examen nous est refusé. Nous ne connaissons jamais que les fragments détachés des différents domaines de l'étang, et encore ne les connaissons-nous que suivant des perspectives limitées, dans des strates particulières et à des niveaux déterminés. Notre constatation, tout étant à une raison, repose, comme on dit, sur des pieds d'argile. Supposons même que nous soyons en état d'examiner toute chose qui est réellement, afin de vérifier qu'elle possède une raison. Un champ s'étendrait encore devant nous, le champ de ce qui n'est pas réel, et qui pourtant est, en ce sens qu'il est possible. Le possible, ce qui peut être, appartient lui aussi à ce qui est au sens large. Il a une raison de sa possibilité. Mais qui pourrait prétendre qu'il embrasse du regard, si peu que ce soit, tout ce qui est possible, tout ce qui pourrait être réel? Entre-temps, beaucoup d'entre vous auront pensé que le principe de raison sous sa forme, tout étant à une raison, n'est aucunement une simple constatation, et qu'ainsi il n'a pas non plus besoin d'être vérifié comme devrait l'être autrement une constatation. Si le principe de raison s'énonçait d'une simple constatation, sa formulation pour être exacte devrait être la suivante. Tout étant, dans la mesure où l'étang a pu jusqu'ici être observé, a une raison. Seulement, le principe de raison veut dire davantage à savoir ceci, d'une façon générale, c'est-à-dire en règle générale, tout étant possède une raison, quelle qu'elle soit, de ceci qu'il est et qu'il est tel qu'il est. Mais jusqu'à quel point la règle est-elle valable? C'est à peine si la validité d'une règle est plus facile à vérifier que l'exactitude d'une constatation. En outre, la règle s'appelle l'exception. Pourtant, le principe de raison dit simplement « tout étant a une raison ». Ce que le principe pose, il le pose sans exception. Le principe de raison n'est ni une constatation ni une règle. Ce qu'il pose, il le pose comme nécessaire. Ce qui est nécessaire, il l'énonce comme inéluctable, au moyen de la double négation, rien ne sans. La forme négative du principe parle plus clairement que l'affirmative. Celle-ci n'est exacte que si elle s'énonce, tout étant a nécessairement une raison. Mais de quelle nature est cette nécessité? Sur quoi repose-t-elle? Sur quoi le principe de raison est-il fondé? Où le principe de raison a-t-il lui-même sa raison? En questionnant ainsi, nous frôlons déjà l'énigme du principe, celle dont on ne se dégage pas si facilement. À vrai dire, on peut, d'un mot péremptoire, écarter cette énigme. Il suffit d'assurer que le principe, dans ce qu'il énonce, est immédiatement évident, qu'il n'a besoin ni d'une vérification, ni encore moins d'une preuve. Mise en face de pareils principes, la philosophie, en effet, n'est que trop disposée à faire appel à l'immédiatement évident. Seulement personne ne se risquera à affirmer que le principe de raison est, en ce qu'il énonce, immédiatement et parfaitement évident. Pour qu'une chose soit évidente, c'est-à-dire lumineuse, il faut en effet qu'une lumière brille. La clarté de cette lumière est une condition décisive de l'évidence en laquelle le dire du principe brille de telle sorte qu'il entre en nous et qu'il nous illumine. Dans quelle lumière le principe de raison est-il donc un principe évident? Quelle est la lumière dont le principe a besoin pour briller?
Voyons-nous cette lumière? Et si nous la voyons, n'est-il pas toujours dangereux de fixer la lumière? Il n'est manifestement qu'une façon dont nous puissions découvrir la lumière en laquelle brille l'évidence du principe de raison. C'est en établissant d'abord à quel genre de proposition le principe se rattache. Touchant le caractère du principe de raison comme proposition, nous avons déjà fait quelques remarques. Nous avons distingué la forme négative et la forme affirmative de son énoncé. Certains trouveront que nous avons déjà suffisamment disserté sur la forme de ce principe et que le moment est sans doute arrivé d'en aborder le contenu sans autre détour. Ils observeront que les considérations sur la forme des propositions ressortiraient plutôt à la grammaire et à la logique. Cette attitude critique semble justifiée. Elle l'est bien aussi. Partout où il s'agit d'énoncés et de propositions dont le contenu seul est en cause, et où importe avant tout ce à quoi le contenu lui-même se réfère. Tel est le cas pour toutes les assertions qui sont faites au cours de nos réflexions, projets, négociations et calculs. Le même type d'assertion se retrouve dans l'effort et la recherche scientifique. Ceux-ci demeurent directement rapportés au domaine d'objets qui s'étend devant eux. Là, même où les sciences incluent expressément dans les considérations méthodologiques le rapport de chacune d'elles à son objet, on se représente ce rapport comme immédiatement donné. Ceci s'applique au même domaine où, comme dans la physique atomique contemporaine, la relation du sujet connaisse à l'objet est essentiellement modifiée. Tout d'abord, une observation rapide en passant. Dans la physique atomique contemporaine se prépare une transformation du rapport aux objets, laquelle, par le canal de la technique contemporaine, est propre à modifier dans son ensemble le mode humain de représentation. Pourtant, ce nouveau mode de représentation et les assertions qui en dépendent restent encore, eux aussi, séparés par un abîme de ce mode du dire qui est impliqué dans le principe de raison. Quant à son caractère de proposition, le principe de raison ne peut jamais être ramené sur le plan des propositions courantes, ni même sur celui des propositions scientifiques. Sans doute, à première vue ou à première audition, le principe se présente-t-il à nous comme toutes les autres propositions. Tout étant a nécessairement une raison, tout arbre a des racines, 5 et 7 font 12. Goethe est mort en 1832. À l'automne, les oiseaux migrateurs s'envolent vers le midi. Toutes ces propositions ont en gros la même construction grammaticale. Ce sont des phrases simples. C'est dans cette perspective que nous percevons d'abord, lui aussi, le principe de raison. Aussi longtemps que nous acceptons cette perspective comme la seule valable, nous ne pouvons pas non plus faire sortir le principe de raison du domaine de cette forme de proposition. Seulement, ce que pose le principe de raison est la façon dont il le pose, le mode suivant lequel penser rigoureusement est une proposition, ne souffre pas de comparaison avec les autres propositions. Telle est notre thèse. Elle nous incite à demander, au cas où elle serait vraie, si le principe de raison d'une façon générale est une proposition au sens d'une énonciation étendue grammaticalement. Il est présumé que ce qu'il dit et la manière dont il le dit pourrait nous conduire dans un tout autre mode du dire. Aussi, dès maintenant, lors de ce premier essai tâtonnant pour examiner le principe de raison, nous faut-il faire entrevoir sa nature propre d'une façon plus claire, bien qu'encore assez schématique. Nous disions que le principe de raison n'énonçait pas une simple constatation et que, pas davantage, il ne se bornait à formuler une règle admettant des exceptions. Le principe dit quelque chose qui est nécessairement tel qu'il est, tout ce qu'il est, chaque étant a nécessairement une raison. Le principe dit quelque chose dont nous ne pouvons nous écarter. Il dit quelque chose qui ne se prête pas à des marchandages et dont on ne peut rabattre. Ce qu'il énonce, suivant l'expression reçue, est principiel. Le principe de raison est un principe. Peut-être même pouvons-nous aller plus loin et dire le principe de raison est le
principe de tous les principes. Cette indication, par un choc à peine sensible, nous tourne vers cette énigme qui nous apparaît comme enveloppant le principe, c'est-à-dire ce qu'il dit. L'affirmation que le principe de raison est le principe veut dire d'abord qu'il n'est pas un principe parmi beaucoup d'autres, qu'il est au contraire le principe suprême, le premier en rang de tous les principes. De quel principe demandons-nous tout de suite? Dans différents domaines se rapportant à nos représentations, notre volonté et nos sentiments, nous nous réglons sur des principes. Si le principe de raison doit être le plus élevé de tous les principes, alors par cette pluralité de principes, nous entendons les multiples principes premiers qui donnent mesure et direction à toutes les représentations humaines. Comme principe premier de ce genre, on connaît le principe d'identité, le principe de différence, le principe de contradiction, le principe du tiers exclu. Quant au principe de raison de Leibniz, la doctrine traditionnelle de la philosophie le place expressément, lui aussi, au nombre de ces principes. Il n'est pas accepté, cependant, même par Leibniz, comme le principe le plus élevé, encore moins le principe purement et simplement. Le principe qui passe pour être le plus élevé de tous les principes premiers est le principe d'identité, auquel on donne souvent la forme A égale A. L'égalité pourtant n'est pas l'identité, mais ce que dit proprement le mot d'identité n'est aucunement défini avec netteté et d'un commun accord. Identité peut signifier quelque chose est le même et rien d'autre que le même lui-même, le même avec lui-même. On dit à la place souvent à tort qu'identique signifie égal à soi-même. Mais il n'y a d'égal que là où sont plusieurs choses. Au contraire, toute chose individuelle qui est pour elle-même, toute chose peut être la même avec elle-même. D'autres, à leur tour, définissent autrement l'identité. Identité veut dire alors l'appartenance mutuelle de choses différentes au sein du même, plus clairement, l'appartenance mutuelle de choses différentes sur la base, Grund, du même. Sur la base? Le même intervient ici comme la base, la raison de l'appartenance mutuelle. Dans l'identité, nous parle ce caractère de la base comme de ce sur quoi et en quoi repose l'appartenance mutuelle de choses différentes. Nous voyons déjà, quoique d'une manière encore imprécise, que l'identité, dans ce qu'elle est, ne va pas loin sans le fond Grund. Mais le principe de raison traite de la raison du fond. Le principe d'identité pourrait donc être fondé sur le principe de raison. De tous les principes premiers, le plus élevé ne serait donc pas celui-là, le principe d'identité, mais bien celui, le principe de raison. Peut-être aussi le principe de raison n'est-il pas le primus inter pares, le premier d'entre les premiers principes, lesquels au fond seraient entre eux d'égale dignité. Dans tous ces cas, l'affirmation que le principe de raison est le principe suprême n'est pas tout à fait une idée en l'air. À vrai dire, elle est en opposition avec la doctrine traditionnelle des principes. Celle-ci, du reste, quant à sa prétendue clarté et validité, tire son crédit d'une très longue accoutumance à la pensée représentative, plutôt que d'une pensée acceptant de considérer ce qui mérite question et s'y arrêtant. Nul besoin cependant, pour trouver ce digne de question, de nous aventurer dans quelques régions perdues de la pensée. Question des principes suprêmes et de leur hiérarchie s'égare à vrai dire dans le brouillard, aussi longtemps qu'aucune lumière n'est là pour nous faire entrevoir ce qu'est un principe, en allemand une proposition de fond, Grundsatz. Pour répondre à cette question, il nous faudrait savoir d'une façon suffisamment claire d'abord ce qu'est un Grund et ensuite ce qu'est une proposition Satz.
Où et comment trouver une information sûre touchant ce qu'est un fond, une raison? Vraisemblablement par le principe de raison. Mais il est remarquable que le principe de raison ne traite aucunement de la raison comme telle. Il dit au contraire, toute chose a nécessairement une raison. Le principe de raison présuppose déjà lui-même que soit défini ce qu'est une raison, que soit clair le fond sur lequel repose l'être de la raison. Le principe de raison est fondé sur cette proposition. Mais est-il encore possible de considérer sérieusement comme principe et surtout comme principe suprême une proposition qui présuppose quelque chose d'aussi essentiel? Le principe de raison ne nous aide guère quand nous tentons d'éclaircir en quoi consiste l'être d'une chose telle que le fond ou la raison. Il est toutefois nécessaire de le savoir si, lors de l'examen du principe, nous ne voulons pas nous en tenir à une représentation confuse de ce qu'est un principe. Mais il est tout aussi nécessaire d'éclaircir ce qu'est une proposition. Suivant la grammaire, la proposition simple consiste dans une liaison établie entre le sujet et un prédicat. Celui-ci, le prédicat, est attribué au sujet. Il se dit du sujet. Mais que veut dire sujet? Le latin subjectum, le grec hypokémenos, veut dire ce qui gît au fond, ce qui s'étend comme fond devant nous, à savoir pour l'énonciation qui le concerne. Ceci non plus, ce qu'est un sujet, ne peut donc être éclairci à moins que nous n'ayons bien vu sur quoi repose l'être au fond de la raison. Ce qu'est un principe demeure obscur. Ce qu'est le principe de raison en tant que principe suprême demeure pour nous la chose qui mérite que nous interrogions à son sujet. Si l'on peut émettre de pareilles affirmations, c'est seulement en condition que nous perdions l'habitude de nous représenter hâtivement ce dont on traite sous la rubrique des principes, de nous le représenter pour ainsi dire au petit bonheur, afin de nous occuper ensuite de choses plus importantes. De quelque côté que nous regardions, l'examen du principe de raison, dès les premiers pas, se trouve plongé dans l'obscurité. Et cela aussi est dans l'ordre, car nous voulons éclaircir le principe de raison. Or le clair et le lumineux ont besoin de l'ombre et de l'obscurité. Autrement, il n'y aurait rien à éclaircir. Goethe cite une fois Sentenze ens prose, édition R. Sterner, page 365, une phrase de John George Hamann, l'ami de Herder et de Kant. La clarté, dit Hamann, est une répartition appropriée de clarté et d'ombre. Goethe ajoute pour conclure, Hamann, écoutez.